La Chine montre enfin des signes d'assouplissement de ses règles d'entrée aux frontières depuis le début de la pandémie. Les détails n'ont pas encore été annoncés. Le gouvernement cherche à relancer l'économie durement touchée par les confinements en prévoyant près de 260 milliards d'euros pour des infrastructures à Shanghai. Mais qui paie la facture? Le Parti communiste chinois étend son influence internationale. Des stations non officielles relevant d'un bureau de la police chinoise sont installées hors de Chine. Bienvenue dans Regard sur la Chine. La Chine s'ouvre un peu. Pékin assouplit désormais les règles frontalières pour les touristes. Ceci après s'être largement fermé au reste du monde pendant plus de 2 ans. Regardons cela de plus près. La Chine a publié lundi un projet de réglementation visant à améliorer le tourisme le long de sa frontière et à assouplir les règles d'entrée pour les voyageurs étrangers. Le projet prévoit que les groupes organisés par des agences de voyage peuvent entrer dans les zones frontalières de la Chine, mais uniquement par les escales désignées. Cette politique ne précise pas si les personnes qui entrent sur le territoire chinois devront continuer à se conformer aux exigences de la Chine en matière de quarantaine, à savoir 1 semaine d'isolement à l'hôtel et 3 jours à la maison. Aucun autre détail n'a été révélé. La Chine partage une frontière avec 14 pays, dont la Russie, la Mongolie et le Vietnam. Pékin a maintenu ses frontières fermées depuis le début de la pandémie en 2020. Les touristes ont également été interdits d'entrer dans le pays. Aujourd'hui, seuls 4% des vols internationaux décollent quotidiennement en Chine, comparé à la période précédant la pandémie. En plus de cela, la Chine a suspendu 26 vols de compagnies américaines depuis février. Cela est dû au fait que des passagers ont été testés positifs au Covid-19 après leur arrivée en Chine. Les États-Unis ont réagi en annulant une vague de vols chinois. Un modèle d'avion du constructeur américain Boeing est sur le point de retourner en Chine. L'entreprise négocie avec les autorités chinoises. Cette décision intervient 3 ans après que le modèle a été interdit de vol à la suite de 2 accidents mortels. Voici la suite. Le régulateur chinois de l'aviation a déclaré mardi qu'il avait eu une réunion avec Boeing la semaine dernière. Ils ont discuté du retour du 737 MAX en Chine. L'avion a été immobilisé dans le monde entier en 2019, y compris en Chine, et les livraisons de nouveaux avions ont été suspendues. Cette décision fait suite à 2 crashs mortels qui ont fait des centaines de morts. Le régulateur chinois a déclaré que l'objectif de la réunion était d'examiner les plans de formation améliorés des avions pour le modèle. Après la réunion, les dirigeants de Boeing ont déclaré que la société commencerait à remettre sur le marché certains avions destinés aux clients chinois. Elle a ajouté que la société ne pouvait pas attendre indéfiniment que les tensions politiques entre les États-Unis et la Chine bloquent les livraisons. Le fabricant d'avions a déclaré plus tôt cette année que la livraison d'environ 300 avions 737 MAX était toujours suspendue. Environ la moitié d'entre eux étaient destinés à des clients chinois. Il a également noté que les perspectives de vente d'avions à la Chine à court terme, 1 an ou 2, étaient défavorables. Un porte-parole de Boeing a refusé de commenter la réunion avec le régulateur chinois. Le Pentagone pousse ses contractants à délocaliser leur chaîne d'approvisionnement hors de Chine. Le département américain de la Défense déplace ses pions. Il a récemment commencé à utiliser l'intelligence artificielle pour vérifier si les matières premières et les pièces utilisées par les contractants proviennent de Chine. Cette information provient d'un reportage du Wall Street Journal. Cette décision intervient après que le Pentagone a cessé d'acheter des avions de combat F-35 de Lockheed Martin, après avoir découvert que l'alliage utilisé pour un aimant dans l'avion provenait de Chine. En zoomant, on voit qu'un nombre croissant d'entreprises chinoises sont entrées dans la base d'approvisionnement du Pentagone. Un rapport indique que leur nombre était de 655 en 2019, une augmentation de plus de 400% par rapport à il y a 10 ans. Shanghai cherche à dynamiser son économie. Mardi, le centre financier a annoncé un investissement de près de 260 milliards d'euros dans les infrastructures qui sera réparti entre 8 projets. Cela fait partie des efforts de la ville pour relancer son économie, durement touchée par le confinement plus tôt cette année. Voici la suite. L'économie de Shanghai a connu un effondrement de près de 14% au 2e trimestre, soit la pire performance des 31 régions de Chine. L'effort de la ville en matière d'infrastructure semble faire écho à une tactique du Parti communiste chinois utilisée pour stimuler la croissance. Elle consiste à émettre des emprunts pour financer de grands projets de travaux publics. Les 8 projets d'infrastructure de Shanghai comprennent un centre de transport, une amélioration du réseau ferroviaire urbain et des projets de logement, ainsi que des projets d'énergie éolienne en mer et un parc naturel. Ces derniers mois, les investissements dans les infrastructures de la ville se sont accélérés.
Des contrats ont été signés pour près de 600 projets, pour un investissement total de l'équivalent de 134 milliards d'euros environ. Mais une question majeure demeure, d'où vient l'argent? En effet, l'économie chinoise continue de faire face aux dégâts de la pandémie, aux ordres de confinement, au ralentissement du secteur immobilier, à la baisse de la consommation intérieure et à la chute des exportations. En réalité, le financement provient en grande partie des citoyens chinois. Pékin a ordonné aux branches locales du gouvernement de finir de vendre plus de 70 milliards d'euros d'obligations spéciales d'ici à la fin du mois d'octobre. Cela faisait partie d'un quota de 2019 qui a été reporté. En plus de cela, un quota annuel de 520 milliards d'euros permettra également de financer des projets d'infrastructure. Un bureau de la police chinoise a mis en place des dizaines de stations non officielles à l'étranger, notamment au Royaume-Uni. Selon des experts, le Parti communiste chinois cherche à étendre son influence au niveau international. Voici la suite. Selon une enquête menée par l'organisation à but non lucratif Safeguard Defenders, ces stations font partie d'un programme piloté par le Bureau de la sécurité publique de Fuzhou. Appelée station de service à l'étranger 110 en référence à la version chinoise 911, plus de 50 stations ont été identifiées à l'étranger. Ces stations semblent être des numéros locaux que les Chinois de l'étranger peuvent appeler pour signaler des cas de fraude ou pour des renouvellements de documents. Mais certaines de ces stations ont été accusées de faire chanter des citoyens chinois pour les inciter à rentrer en Chine. Il existe 2 stations de ce type à Londres. L'une des adresses semble appartenir à une agence immobilière, mais en ce qui concerne l'autre, les informations ne sont pas claires. Le reportage de Safeguard Defenders indique, je cite, « Bien que ce ne soit pas l'objet de cette enquête, à première vue, certaines des associations à l'étranger sont liées au système du Front Uni. » Ce reportage fait référence au système qui supervise les opérations d'influence du Parti communiste chinois à l'étranger. Selon les médias chinois, le bureau de la sécurité publique de la ville de Fuzhou a déjà reçu des appels de Chinois vivant aux États-Unis, au Canada et en Australie. Les discussions sur le marxisme et le fascisme semblent prendre de l'ampleur dans le dialogue politique américain. Certains experts affirment que ces 2 idéologies ne font qu'un et que tous les chemins mènent finalement au communisme. Voici un extrait de l'analyse de Trevor Loudon, l'animateur de l'émission Counterpunch. Où en est le mouvement marxiste en termes d'influence? Dans quel domaine de la société cette idéologie a-t-elle le plus d'influence? Quel domaine vous préoccupe le plus? Je pense que c'est l'infiltration étendue dans la politique en général, l'armée, le système judiciaire, la bureaucratie, dans la plupart des choses, comme les églises. Aussi dans le soi-disant mouvement LGBTQ qui est un mouvement marxiste. Donc c'est partout, c'est à Hollywood, c'est à la télé. Mais ce qui est vraiment le plus inquiétant maintenant, c'est l'infiltration profonde au sein du gouvernement, des organes de l'État, de la CIA, du FBI, de l'armée, du ministère de la Justice. Récemment, nous avons entendu l'administration Biden qualifier les partisans de Trump de semi-fascistes. À quoi pensez-vous lorsque vous entendez cette comparaison? Eh bien, il qualifie les conservateurs de fascistes. C'est Staline qui a commencé à faire ça. C'est un terme communiste. Vous savez, si quelqu'un traite un conservateur ordinaire ou un patriote américain de fasciste, vous pouvez à peu près mettre un cercle autour, ils sont communistes. C'est ce qu'ils font, c'est leur standard, leur modus operandi. Oui, c'est du langage marxiste, c'est du langage révolutionnaire, il se fait un ennemi, il va diaboliser cet ennemi, et il va sévir contre cet ennemi. Parce que cet ennemi est tout ce qui se tient entre lui et un monopole complet sur le pouvoir. Quand je dis lui, je veux dire les forces qui sont derrière lui. En substance, comment le fascisme est-il réellement lié au communisme ou vice-versa? Eh bien, dans les années 30, il n'y avait pas beaucoup de différence. C'étaient tous deux des systèmes collectifs dans lesquels l'État est tout-puissant. La petite différence, c'est que les fascistes étaient plus national-socialistes, et certains d'entre eux avaient un penchant antisémite. À l'époque, on ne faisait pas beaucoup de distinction entre le fascisme et le communisme, ils étaient frères. Et il n'y avait que Staline.
Ce n'est que lorsqu'Hitler a trahi Staline et envahi l'Union soviétique que le fossé s'est creusé. C'est alors que tout a commencé. Jusqu'à cette époque, les communistes américains soutenaient les nazis. Les communistes américains et les communistes britanniques soutenaient les nazis. Les communistes français ont aidé à saboter l'armée française pour que les nazis puissent envahir la France. Ils étaient tous ensemble. Ce n'est que lorsqu'ils se sont brouillés que nous avons établi cette distinction entre le communisme et le fascisme, qui est, au mieux, une définition très superficielle de la séparation. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.